Vous êtes en retard de 43 minutes. La voix glaciale transperça le silence feutré du bureau panoramique, faisant sursauter Élodie Moreau, qui venait tout juste de franchir les portes vitrées. Ses cheveux châtains encore humides de la pluie parisienne collaient à ses joues rougies, et sa veste bon marché dégoulinait sur le parquet en acajou massif. Gabriel Delcourt se tenait debout derrière son bureau monumental, silhouette imposante découpée contre les baies vitrées qui offraient une vue imprenable sur la tour Eiffel. À 34 ans, l'héritier de l'empire Delcourt International incarnait la réussite française. Costume sur mesure de chez Charvet, montre Patek Philippe au poignet et ce regard d'acier qui avait fait trembler plus d'un conseil d'administration. Je suis désolé, monsieur Delcourt, balbutia Élodie en tentant de reprendre son souffle. Le métro était... Le métro l'interrompit-il d'un ton méprisant. Mademoiselle Moreau, quand on travaille pour Delcourt International, on ne prend pas le métro. On anticipe, on s'organise, on arrive à l'heure. Élodie sentit ses joues s'enflammer davantage. Elle n'avait pas eu le choix. Avec les 60 € qui lui restaient pour finir le mois, un taxi depuis sa chambre de bonne à Belleville était impensable. Mais comment expliquer cela à cet homme qui portait probablement l'équivalent de son salaire annuel, rien qu'à son poignet? Cela ne se reproduira plus, murmura-t-elle en baissant les yeux. En effet, répondit-il sèchement, parce que dès le premier faux pas, vous serez renvoyé. Il contourna son bureau avec l'élégance féline d'un prédateur, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Élodie put sentir son parfum coûteux, quelque chose entre bergamote et bois de santal, qui contrastait cruellement avec sa propre odeur de pluie et de stress. « Regardez-moi quand je vous parle. » Élodie releva lentement la tête, croisant pour la première fois le regard de Gabriel Delcourt. Des yeux d'un bleu profond, presque cobalt, qui semblait la jauger comme un objet dont on évalue la valeur. Une fraction de seconde, elle y décela quelque chose, une lueur d'étonnement peut-être, mais ce fut si fugace qu'elle crut l'avoir imaginé. Vous avez 25 ans, diplômé d'un BTS de secrétariat obtenu à Nantes, aucune expérience dans le luxe, recommandé par l'agence Intérim Plus, parce que leurs 3 meilleures candidates ont refusé le poste après l'entretien avec mon assistante, récita-t-il d'une voix monocorde. Dois-je comprendre que vous êtes mon dernier recours? La question était si brutale qu'Élodie en eut le souffle coupé. Elle pensa à sa grand-mère Marie, seule dans son petit appartement de Nantes, qui économisait sur ses médicaments pour l'aider à payer ses études. Elle pensa à son frère Thomas, brillant étudiant en médecine qui comptait sur elle pour continuer ses études. Elle pensa à tous les refus essuyés, tous les « on vous rappellera » qui ne venaient jamais. « Non, monsieur », répondit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Je suis votre meilleure chance. » Un silence lourd s'installa. Gabriel haussa un sourcil, visiblement surpris par cette répartie inattendue. « Ma meilleure chance ?» répéta-t-il avec un sourire qui n'avait rien d'amical. « Nous verrons cela. » Il retourna derrière son bureau et désigna d'un geste négligent une pile de dossiers haute d'au moins 30 centimètres. « Voici les contrats de la négociation Hermitage-Nice. Ils doivent être classés par ordre chronologique, numérisés et traduits en anglais avant 16 heures. Mon précédent assistant mettait une journée entière pour ce genre de tâche. Vous avez 6 heures. » Élodie déglutit difficilement. 6 heures? Elle n'aurait jamais le temps, et il le savait parfaitement. De plus, poursuivit-il en consultant sa montre, j'ai une conférence téléphonique avec Tokyo dans 15 minutes. Je ne veux entendre aucun bruit de votre part. Pas un froissement de papier, pas un clic de souris. Rien. Il s'installa dans son fauteuil en cuir et ouvrit son ordinateur portable, la congédiant d'un regard. Élodie se dirigea vers le petit bureau qui lui était assigné dans un coin de la pièce, près des baies vitrées. Malgré l'humiliation, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la vue spectaculaire sur Paris. Jamais elle n'avait travaillé dans un endroit si beau, si prestigieux. Elle s'assit délicatement et ouvrit le premier dossier. Les pages étaient couvertes de termes juridiques complexes, de chiffres astronomiques, de clauses en français et en anglais qu'elle peinait à comprendre. L'Hermitage-Nice, elle connaissait ce nom. N'était-ce pas ce palace mythique de la promenade des Anglais? Soudain, son téléphone vibra. Un message de son frère. « Comment ça se passe ?»
J'espère que tu vas pouvoir garder ce travail. Les frais de scolarité arrivent bientôt. Élodie jeta un coup d'œil discret vers Gabriel, toujours absorbée par son écran. Elle glissa le téléphone dans son tiroir et se remit au travail avec une détermination renouvelée. Il ignorait tout d'elle, de sa vie, de ses rêves, de ses peurs. Pour lui, elle n'était qu'une intérimaire de plus, remplaçable et insignifiante. Mais Élodie Moreau était bien décidée à lui prouver qu'il avait tort. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en cet instant précis, tout en feignant de se concentrer sur ses emails, Gabriel Delcourt l'observait du coin de l'œil, troublé malgré lui par cette jeune femme qui avait osé lui tenir tête. La pluie continuait de battre contre les vitres, comme si Paris elle-même pressentait que cette rencontre allait changer le cours de deux destins. 3 heures s'étaient écoulées dans un silence religieux. Élodie avait réussi à classer et numériser la moitié des documents, ses doigts voltigeant sur le clavier avec une précision qu'elle-même ne soupçonnait pas. Chaque page révélait l'ampleur de l'empire Delcourt. Des contrats de plusieurs millions d'euros, des négociations avec les plus grands groupes hôteliers européens, des projets pharaoniques qui donnaient le vertige. Gabriel avait enchaîné 3 conférences téléphoniques, passant du français à l'anglais puis à l'italien, avec une aisance déconcertante. Sa voix, tantôt charmeuse avec un investisseur londonien, tantôt tranchante avec un directeur récalcitrant, révélait les multiples facettes d'un homme habitué à régner sur son monde. Mademoiselle Moreau, la voix la fit sursauter. Elle leva les yeux pour découvrir Gabriel debout devant son bureau, tenant à la main une tasse de café fumante. « Oui, monsieur Delcourt? Café, 2 sucres, pas de lait, et que ce soit du café, pas de l'eau colorée comme ce que sert habituellement le service. » Il déposa la tasse vide sur son bureau avec un bruit sec qui résonna comme un défi. Élodie se leva précipitamment, manquant de renverser sa chaise. Elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la machine à café dans ce labyrinthe de couloirs feutrés, mais elle n'allait certainement pas l'avouer. « Tout de suite, monsieur. » Elle sortit du bureau, le cœur battant, et se retrouva dans le couloir principal de Delcourt International. Les murs étaient ornés de photographies des plus beaux hôtels du groupe. Le Delcourt Saint-Tropez, avec sa plage privée, le Delcourt Courchevel, et ses suites avec vue sur les pistes, le mythique Delcourt Palace Cannes, immortalisé pendant le festival. Chaque image respirait le luxe et l'excellence. « Excusez-moi », dit-elle à une femme élégante qui passait dans le couloir. « Oui » répondit celle-ci d'un ton légèrement condescendant en détaillant sa tenue bon marché. « Je cherche la machine à café. Vous devez être la nouvelle secrétaire temporaire, » sourit la femme avec une fausse bienveillance. « Je suis Nathalie Rousseau, assistante de direction. Le coin café est au bout du couloir, à droite. »« Merci beaucoup. »« Un conseil, » ajouta Nathalie, en baissant la voix d'un ton conspiratoire. Monsieur Delcourt a des standards très élevés. Sa dernière assistante, une fille pourtant très compétente d'HEC, n'a pas tenu 2 semaines. Il a horreur des erreurs, des retards, et surtout, des gens qui ne savent pas rester à leur place. Le message était clair. Élodie hocha la tête et se dirigea vers le coin café, les jambes légèrement tremblantes. L'espace était un condensé de technologie italienne. Machine à espresso professionnelle, broyeur à grains, réfrigérateur garni de lait bio et de crèmes diverses. Rien à voir avec la cafetière en plastique de son ancienne entreprise. Elle examina la machine, impressionnante, cherchant à comprendre son fonctionnement. Boutons, écran tactile, voyant lumineux. C'était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Allez » murmura-t-elle pour se donner du courage. « Tu peux y arriver. » Elle appuya sur ce qui lui semblait être le bon bouton. Un bruit assourdissant emplit la pièce, faisant vibrer les tasses sur l'étagère. Paniquée, elle appuya sur un autre bouton. La machine émit un sifflement strident, puis de la vapeur se mit à s'échapper de toutes parts. « Non, non, non !» chuchota-t-elle, en tapotant frénétiquement sur l'écran tactile. C'est alors que le drame arriva. Dans sa précipitation, son coude heurta la pile de tasses soigneusement disposée sur le comptoir. Le porcelaine fine s'écrasa au sol dans un fracas épouvantable, se brisant en 1000 morceaux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie contemplait le désastre pétrifié quand des pas précipités résonnèrent dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
tonna la voix de Gabriel. Il apparut dans l'encadrement de la porte, suivi de Nathalie et de 2 autres employés attirés par le vacarme. Son regard balaya la scène, la machine encore fumante, les débris de porcelaine jonchant le sol, et Élodie figée au milieu du chaos. « Je suis désolé, bégaya-t-elle. J'ai voulu faire votre café et vous avez détruit pour environ 1 000 € de vaisselle de chez Hermès, compléta-t-il d'une voix dangereusement calme. 1 000 €? Élodie sentit ses genoux se dérober. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 1 mois. Je peux les rembourser, s'exclama-t-elle dans un élan désespéré. Sur mon salaire, petit à petit. Gabriel la fixa longuement, et elle crut voir passer une lueur d'incrédulité dans ses yeux. Puis il se tourna vers Nathalie. « Appelez le service de nettoyage et commandez un nouveau service. »« Bien sûr, monsieur Delcourt, » répondit celle-ci avec un sourire à peine dissimulé. Gabriel reporta son attention sur Élodie qui ramassait maladroitement les plus gros morceaux. « Laissez ça, » ordonna-t-il. « Vous allez vous blesser en plus. » Il se dirigea vers la machine, appuya sur 2 boutons avec l'assurance de quelqu'un qui connaît parfaitement son fonctionnement, et en quelques secondes, un expresso parfait coulait dans une tasse. « Voilà comment on fait un café, » dit-il en se tournant vers elle. « Mais rassurez-vous, vous n'aurez plus l'occasion de recommencer. Vous me renvoyez ?» Il but une gorgée de café, la jaugeant par-dessus sa tasse. « Pas encore. Mais vous avez épuisé la moitié de votre crédit en une matinée. L'autre moitié ne durera pas longtemps si vous continuez sur cette lancée. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à les retenir. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. « Retournez terminer votre travail, » ajouta-t-il, « et tâchez de ne plus rien casser d'ici 16 heures. » Il sortit de la pièce, laissant derrière lui un silence pesant. Nathalie s'approcha d'Élodie avec un sourire faussement compatissant. « Je vous avais prévenu, » murmura-t-elle. « Monsieur Delcourt ne pardonne jamais. » Élodie regagna le bureau, les joues en feu. Elle s'installa à sa place et reprit son travail avec une concentration féroce, déterminée à prouver qu'elle valait mieux que cette catastrophe. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui chuchotait qu'elle n'était peut-être pas faite pour ce monde de luxe et d'exigences impossibles. Une voix qu'elle s'efforçait de faire taire en pensant à sa grand-mère, à son frère et à tous ceux qui comptaient sur elle. De son côté, Gabriel Delcourt, installé à nouveau derrière son bureau, ne parvenait pas à se concentrer sur ses dossiers. L'image d'Élodie au milieu des débris, si fragile et pourtant si déterminée à assumer ses erreurs, l'avait troublé plus qu'il ne voulait l'admettre. 15h58. Élodie plaça le dernier document traduit sur la pile parfaitement ordonnée et poussa un soupir de soulagement. Elle avait réussi. Contre toute attente, malgré la catastrophe du café et les regards moqueurs des autres employés qui avaient défilé dans le bureau tout l'après-midi, elle avait terminé dans les temps. Gabriel leva les yeux de son écran pour la première fois depuis des heures. Il parcourut rapidement les documents, vérifiant les traductions, l'ordre chronologique, la qualité de numérisation. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais Élodie crut percevoir une légère surprise dans son regard. « C'est correct », dit-il finalement d'un ton neutre. 4 mots. Pas de félicitations, pas de reconnaissance, juste ce constat laconique. Pourtant, pour Élodie, ces 4 mots valaient toutes les louanges du monde. « Monsieur Delcourt ?» Une voix féminine résonna depuis l'entrée du bureau. Élodie se retourna pour découvrir une femme d'une beauté saisissante, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable. Cheveux blonds platine tirés en chignon sophistiqué, bijoux discrets mais visiblement coûteux, elle incarnait l'élégance parisienne dans ce qu'elle avait de plus glacial. « Camille, » répondit Gabriel en se levant, « tu es en avance. » « J'ai terminé mes rendez-vous plus tôt que prévu, » sourit-elle, en se dirigeant vers lui avec l'assurance de quelqu'un qui se sent chez soi partout. Elle l'embrassa sur les 2 joues avec une familiarité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Élodie sentit son estomac se nouer sans comprendre pourquoi. Camille Dufresne, se présenta la jeune femme en tournant enfin son attention vers Élodie. « Et vous êtes Élodie Moreau, la nouvelle secrétaire temporaire » répondit-elle en se levant maladroitement.
Le regard de Camille la détailla de la tête aux pieds, s'attardant sur sa veste froissée, ses chaussures usées, ses cheveux encore légèrement ébouriffés par l'humidité parisienne. Un sourire condescendant étira ses lèvres parfaitement dessinées. « Temporaire !» répéta-t-elle, « comme c'est pratique !» Gabriel fronça les sourcils devant le ton de sa fiancée, mais Camille avait déjà reporté son attention sur lui. « Nous devrions y aller, chérie. Tes parents nous attendent au Bristol pour le dîner, et tu sais comme ta mère déteste les retards. »« Encore 5 minutes, » répondit Gabriel en consultant sa montre. « J'ai un dernier appel à passer. »« Bien sûr, » soupira Camille en s'installant gracieusement dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau. Elle sortit son téléphone et commença à faire défiler ses messages, avec l'ennui évident de quelqu'un habitué à attendre. Élodie, ne sachant que faire, commença discrètement à ranger ses affaires. « Mademoiselle Moreau, » l'interpella Gabriel, « vous pouvez partir. Soyez là demain à 8 heures précises. »« Bien sûr, monsieur Delcourt. Bonne soirée. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la sortie, mais la voix de Camille l'arrêta. « Gabriel, tu ne m'avais pas dit que ta nouvelle assistante était si... rustique. » Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Élodie se figea, la main sur la poignée de la porte. « Camille, » prévint Gabriel d'un ton sec. « Quoi ? Je dis juste qu'elle fait très... authentique. C'est rafraîchissant dans un sens. Comme ces petites boutiques de province qu'on trouve charmantes. 5 minutes. » Élodie sentit ses joues s'enflammer. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, puis se ravisa. Que pouvait-elle dire? Que cette femme avec ses bijoux et sa fausse bienveillance ne valait pas mieux qu'elle? Que l'argent ne donnait pas le droit de mépriser les autres? « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix étonnamment calme en se retournant vers Camille. « Je ne voulais pas vous déranger avec mon... authenticité. » Elle adressa un signe de tête polie à Gabriel et sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Dans le couloir, elle entendit la voix étouffée de Gabriel. « C'était déplacé, Camille. Oh, ne me dis pas que tu t'attaches à cette petite. Elle ne tiendra pas une semaine de toute façon. » Élodie pressa le pas vers l'ascenseur, les paroles de Camille résonnant douloureusement dans sa tête. Cette petite, rustique, authentique, comme si elle était un objet folklorique dans une vitrine. L'ascenseur la déposa au rez-de-chaussée, dans le hall de marbre noir qui l'avait tant impressionné le matin même. Maintenant, il lui paraissait froid, hostile, comme tout ce monde auquel elle tentait désespérément de s'adapter. Dehors, la pluie avait cessé, laissant les trottoirs de la rue du Faubourg Saint-Honoré luisants sous les réverbères qui s'allumaient. Les boutiques de luxe déployaient leurs éclairages dorés, attirant une clientèle fortunée qu'Élodie ne ferait jamais partie. Elle remonta le col de sa veste et se dirigea vers la station de métro. Dans quelques heures, elle serait dans sa petite chambre sous les toits, loin de ce monde de paillettes et de mépris. Mais demain, elle devrait revenir, faire face à nouveau à Gabriel et à son arrogance, à Camille et à sa condescendance, à tous ces gens qui la regardaient comme si elle n'avait pas sa place ici. Son téléphone vibra. Un message de sa grand-mère. « Comment s'est passée ta première journée, ma chérie? J'ai prié pour toi ce matin. » Élodie sourit malgré ses larmes naissantes. Sa grand-mère, avec ses mains abîmées par des décennies de ménage, ses économies de bout de chandelle pour payer ses médicaments, valaient 1000 Camille Dufresne. Et c'était pour elle, pour Thomas, pour tous ceux qui croyaient en elle, qu'elle tiendrait bon. Elle tapa rapidement sa réponse. « Tout va bien, grand-mère. Je vais y arriver, tu verras. » En descendant dans le métro, elle ne vit pas Gabriel à sa fenêtre, qui l'observait d'un air pensif jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule parisienne. Ce soir-là, au Bristol, tandis que Camille papotait avec sa future belle-mère des préparatifs de mariage, Gabriel ne cessait de repenser aux paroles de sa fiancée, et surtout à la dignité avec laquelle Élodie avait encaissé l'humiliation. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose s'était fissuré dans sa carapace de certitude. Le lendemain matin, Élodie arriva à 7h45, déterminée à ne plus jamais donner prise aux critiques de Gabriel. Elle avait passé une partie de la nuit à repasser sa seule tenue correcte et à étudier des tutoriels YouTube sur les machines à café professionnelles.
Le bureau était encore plongé dans la pénombre matinale, baigné par la lumière dorée du soleil levant sur Paris. Gabriel n'était pas encore arrivé, ce qui lui donna quelques minutes pour s'installer et prendre ses repères. À 8 heures précises, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Gabriel Delcourt apparut, impeccable dans un costume gris anthracite qui soulignait la couleur de ses yeux. Il portait un attaché-case en cuir bordeaux et consultait déjà son téléphone. « Bonjour, monsieur Delcourt », dit poliment Élodie. Il leva brièvement les yeux vers elle, hocha la tête et se dirigea vers son bureau sans un mot. L'atmosphère était différente de la veille, plus tendue encore, comme si les événements de la soirée précédente avaient érigé un mur invisible entre eux. « Café », dit-il simplement en s'installant. Cette fois, Élodie était prête. Elle se rendit au coin café avec assurance, actionna la machine selon la séquence qu'elle avait mémorisée et revint avec un expresso parfaitement dosé qu'elle déposa délicatement sur son bureau. Gabriel goûta, sourcils froncés, puis releva les yeux vers elle avec ce qui ressemblait à de la surprise. « C'est correct », admit-il à contre-cœur. « Merci, monsieur. Ne vous emballez pas, ce n'était que du café. » Il ouvrit son ordinateur et commença à pianoter, l'ignorant ostensiblement. Élodie regagna sa place, déterminée à ne pas se laisser déstabiliser par son humeur massacrante. La matinée se déroula dans un silence pesant, ponctué uniquement par les appels téléphoniques de Gabriel et le cliquetis discret du clavier d'Élodie. Vers 10 heures, Nathalie fit son apparition, un sourire mielleux aux lèvres. « Monsieur Delcourt, j'ai mademoiselle Dufresne en ligne. Elle souhaite confirmer les détails du déjeuner de demain avec vos parents. « Passez-la-moi », répondit Gabriel, sans lever les yeux de son écran. Nathalie tendit le combiné à Gabriel, non sans jeter un regard en coin vers Élodie, comme pour vérifier qu'elle écoutait bien. « Bonjour chérie. Oui, 13 heures au Meurice. Non, je ne peux pas avancer, j'ai une réunion importante. Camille, nous en avons déjà parlé. » La conversation se poursuivit quelques minutes, ponctuée de soupirs exaspérés de Gabriel. Élodie faisait mine de ne pas entendre, mais chaque mot résonnait dans sa tête. Cette femme semblait tenir Gabriel en laisse avec une habileté consommée. « C'était mademoiselle Dufresne ?» demanda innocemment Nathalie après que Gabriel eut raccroché. « Vous le savez très bien, Nathalie. Elle a l'air exigeante. » Gabriel lui lança un regard d'avertissement qui fit instantanément reculer son assistante. « Ce sera tout, Nathalie. » Une fois seule avec Gabriel, Élodie sentit la tension redoubler. Il semblait d'humeur particulièrement sombre, consultant frénétiquement ses messages, comme s'il cherchait à éviter toute conversation. C'est alors que son téléphone se mit à sonner. Un numéro qu'Élodie reconnut immédiatement. L'hôpital de Nantes. « Allô » dit-elle d'une voix inquiète, oubliant momentanément où elle se trouvait. « Mademoiselle Moreau, ici l'infirmière Dubois. Il s'agit de votre grand-mère. » Le sang d'Élodie se glaça dans ses veines. « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un malaise ce matin. Rien de grave, rassurez-vous, mais nous avons dû l'hospitaliser pour des examens complémentaires. Elle demande à vous voir. »« J'arrive, » dit immédiatement Élodie. « Je prends le premier train. »« Mademoiselle Moreau, ce n'est pas urgent, mais... »« J'arrive, » répéta-t-elle avant de raccrocher. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rassemblait ses affaires. Sa grand-mère, sa fragile grand-mère qui ne se plaignait jamais, qui économisait surtout pour l'aider. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda froidement Gabriel. « Il faut que je parte, monsieur. Ma grand-mère est à l'hôpital. Et vous pensez pouvoir quitter votre poste comme ça, sur un coup de tête ?» La question la stoppa net. Elle se tourna vers lui, incrédule. « Ma grand-mère est hospitalisée, » répéta-t-elle d'une voix blanche. « Et j'ai une présentation cruciale à préparer pour demain. Le rachat de l'Ermitage Nice se joue sur cette réunion. » Élodie le fixa, cherchant dans ses yeux cobalt une trace d'humanité, de compréhension. Elle n'y trouva que cette froideur implacable qui semblait le caractériser. « Elle n'a que moi, » murmura-t-elle. « Et moi, je n'ai que vous pour cette présentation. Choisissez. » Le mot claqua comme un couperet. Choisir entre son travail et sa grand-mère, entre l'argent dont elle avait désespérément besoin et la femme qui l'avait élevée. « Vous ne pouvez pas me demander ça, » dit-elle d'une voix qui se brisait. « Je ne demande rien. Je constate simplement que vous n'avez pas l'envergure professionnelle que ce poste exige. » Cette phrase fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase.
Toute la frustration, l'humiliation, la colère accumulée depuis 2 jours explosèrent d'un coup. « L'envergure professionnelle ?» répéta-t-elle en se dressant face à lui. « Vous appelez ça de l'envergure professionnelle de refuser à quelqu'un de voir sa grand-mère malade? D'utiliser la détresse des gens pour les manipuler? Vous n'êtes qu'un... » Elle s'arrêta net, réalisant qu'elle était sur le point de franchir une ligne de non-retour. Gabriel s'était levé, lui aussi, ses yeux jetant des éclairs. « Je suis quoi, mademoiselle Moreau? Finissez votre phrase. » Le silence qui suivit fut électrique. Élodie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Vous êtes quelqu'un qui a oublié ce que c'était d'être humain, » dit-elle finalement d'une voix ferme. Gabriel accusa le coup comme si elle l'avait giflé. Puis, lentement, il contourna son bureau et s'approcha d'elle jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Sortez !» dit-il d'une voix dangereusement calme. « Avec plaisir. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Vous savez ce qui est le plus triste, monsieur Delcourt, c'est que vous avez tout ce dont la plupart des gens rêvent, et vous êtes pourtant l'homme le plus pauvre que j'ai jamais rencontré. » Et sur ces mots, elle sortit, laissant Gabriel seul avec ses certitudes ébranlées et le parfum de jasmin bon marché qu'elle portait, qui semblait soudain embaumer tout le bureau. Élodie courut dans les couloirs de Delcourt International, les larmes aux yeux, bousculant au passage des employés surpris. L'ascenseur lui parut interminable, chaque étage la rapprochant de sa liberté retrouvée, mais l'éloignant aussi de l'argent dont elle avait tant besoin. Dans le hall de marbre, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la SNCF. Le prochain train pour Nantes partait dans 1h30. Elle avait juste le temps de rentrer chez elle, prendre quelques affaires. Pendant ce temps, dans son bureau, Gabriel restait figé devant les portes vitrées. Les mots d'Élodie résonnaient encore dans sa tête. « L'homme le plus pauvre que j'ai jamais rencontré. » Cette phrase, lancée par une fille qui vivait dans une chambre de bonne et prenait le métro, l'avait touché plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il se dirigea vers son bureau et décrocha son téléphone. Nathalie appelait l'agence. « Je veux une nouvelle secrétaire demain matin. » « Bien sûr, monsieur Delcourt. Puis-je vous demander ce qui s'est passé avec mademoiselle Moreau? Elle s'est révélée inadéquate. » Il raccrocha sèchement, mais n'arrivait pas à se remettre au travail. L'image d'Élodie, debout face à lui, défendant sa grand-mère avec une détermination farouche, continuait de le hanter. À 13h, Nathalie revint avec une mine embarrassée. « Monsieur Delcourt, l'agence a un petit problème. » « Quel genre de problème? » Ils n'ont plus personne à vous proposer. Apparemment, votre réputation les précède et... Gabriel leva une main pour l'interrompre. « Très bien. Débrouillez-vous avec le travail en cours. Je m'occupe de la présentation moi-même. » Il passa l'après-midi à tenter de reconstituer le dossier Hermitage-Nice. Mais rapidement, il dut admettre qu'Élodie avait abattu en 2 jours un travail considérable. Son classement était parfait, ses traductions impeccables, et elle avait même ajouté des notes personnelles qui révélaient une compréhension fine des enjeux. À 18h, alors qu'il s'apprêtait à partir pour son dîner avec Camille et ses parents, son téléphone sonna. « Gabriel, ici Henri Dufresne, le père de Camille. » Gabriel fronça les sourcils. Henri Dufresne ne l'appelait jamais directement. « Bonsoir Henri, que puis-je faire pour vous ? J'ai appris par Camille que vous aviez eu des difficultés avec votre personnel récemment. » Gabriel se raidit. Camille avait-elle parlé d'Élodie à son père? Rien qui ne puisse être résolu, assura-t-il. Bien sûr, mais voyez-vous, Gabriel, j'ai pensé que ce serait peut-être l'occasion de faire d'une pierre 2 coups. Je ne vous suis pas. Ma nièce, Isabelle Rousseau, vous la connaissez, je crois, elle a travaillé chez Morgan Stanley, cherche un poste de direction. Elle serait parfaite comme assistante de direction, ne trouvez-vous pas? Gabriel comprit immédiatement. La famille Dufresne resserrait son emprise sur sa vie, plaçant leurs pions jusque dans son entreprise. « Henri, je vous remercie de cette proposition, mais je préfère gérer mes affaires de personnel moi-même. »« Bien sûr, c'était juste une suggestion. »« À ce soir, Gabriel. » Gabriel raccrocha, agacé. Il commençait à avoir l'impression d'étouffer dans cette cage dorée que représentait son mariage avec Camille. Pendant ce temps,
Dans le TGV qui filait vers Nantes, Élodie regardait défiler la campagne française. Elle avait envoyé un message à son frère pour le prévenir qu'elle rentrait, mais n'avait pas eu le courage de lui expliquer qu'elle avait perdu son travail. Et l'hôpital de Nantes, elle retrouva sa grand-mère Marie dans une chambre double branchée à un moniteur cardiaque mais souriante. « Ma petite Élodie, tu n'aurais pas dû venir, ce n'est qu'un petit malaise. »« Grand-mère, j'ai eu si peur !» Élodie s'effondra dans les bras fragiles de la vieille dame, laissant enfin couler toutes les larmes qu'elle avait retenues. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ce n'est pourtant pas mon petit cœur qui te met dans cet état. »« J'ai perdu mon travail, » avoua Élodie entre deux sanglots. « Celui de Paris? Mais tu viens juste de commencer. »« Mon patron, c'est un homme odieux, grand-mère. Quand tu as été hospitalisée, il m'a dit de choisir entre toi et mon travail. Comment j'aurais pu faire un choix pareil ?» Marie Moreau caressa doucement les cheveux de sa petite fille. « Tu as eu raison, ma chérie. L'argent, ça va, ça vient. Mais la famille, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais comment je vais faire maintenant? Thomas compte sur moi pour ses études. Tu as besoin de tes médicaments. On se débrouillera, comme on s'est toujours débrouillé. Tu sais, ta mère me disait souvent, « Maman, Élodie a un cœur trop grand pour ce monde. » Elle avait peut-être raison. Parfois, j'aimerais être plus dure, plus froide, comme ces gens riches qui n'ont peur de rien parce qu'ils n'ont besoin de personne. Non, ma chérie, ce qui te rend différente, c'est justement cette capacité à aimer, à te battre pour les autres. Ne perds jamais ça. Le soir tombait sur Nantes quand Thomas arriva à l'hôpital. À 22 ans, il ressemblait beaucoup à Élodie avec ses cheveux châtains et ses yeux verts, mais en plus grand et plus carré. « Alors, cette grande aventure parisienne ?» demanda-t-il en embrassant sa sœur. « Un désastre, résuma Élodie. J'ai tenu 2 jours. Raconte-moi ça. » Élodie lui narra ses mésaventures, depuis son arrivée en retard jusqu'à l'incident du café, en passant par l'humiliation infligée par Camille et l'ultimatum de Gabriel. « Quel salaud !» conclut Thomas. « Tu as bien fait de partir. Facile à dire quand on n'a pas de factures à payer. » Élodie, tu trouveras autre chose. Tu es brillante, travailleuse, et surtout, tu as quelque chose que tous ces gens riches n'auront jamais. Quoi donc? Une âme. Cette nuit-là, dans sa petite chambre d'enfance chez sa grand-mère, Élodie ne parvenait pas à dormir. Malgré la colère et l'humiliation, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à Gabriel Delcourt, à ces moments fugaces où elle avait cru percevoir une faille dans sa carapace, une humanité enfouie sous tant d'années d'arrogance et de privilèges. Et pour une raison qu'elle n'arrivait pas à expliquer, cette pensée la troublait plus qu'elle ne l'aurait voulu. Gabriel passa une nuit blanche. La présentation pour l'Ermitage Nice était dans 12 heures, et malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à reconstituer le travail minutieux qu'Élodie avait accompli. Chaque document qu'elle avait classé révélait une logique qu'il peinait à saisir. Chaque traduction portait sa marque d'intelligence et de précision. À 6 heures du matin, il était encore dans son bureau, entouré de dossiers éparpillés, quand Nathalie arriva avec un café et un air compatissant. « Monsieur Delcourt, vous devriez rentrer vous reposer. La réunion n'est qu'à 14 heures. Cette réunion détermine l'avenir du groupe pour les 5 prochaines années, Nathalie. Je ne peux pas me permettre de la rater. Puis-je me permettre une suggestion ?» Gabriel leva les yeux épuisés. « Je vous écoute. Mademoiselle Moreau, elle connaît ce dossier mieux que personne. Peut-être pourriez-vous... » « Non, coupa-t-il sèchement. Cette option n'existe plus. Bien sûr, monsieur. Pardonnez-moi. » Mais l'idée avait fait son chemin. Gabriel fixa longuement son téléphone, puis composa le numéro de l'agence d'intérim. « Bonjour, ici Gabriel Delcourt. J'aurais besoin des coordonnées personnelles d'Élodie Moreau. Monsieur Delcourt, nous ne pouvons pas communiquer ces informations sans l'accord de... C'est urgent. Une affaire de plusieurs millions d'euros. » Après quelques négociations et la promesse d'un contrat lucratif, Gabriel obtint le numéro de téléphone d'Élodie. Il hésita une longue minute avant de composer le numéro. À Nantes, Élodie préparait le petit déjeuner de sa grand-mère quand son téléphone sonna. Un numéro parisien qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô, mademoiselle Moreau? Ici Gabriel Delcourt. » Le sang d'Élodie se figea. La dernière voix qu'elle s'attendait à entendre. « Que voulez-vous? J'ai besoin de vous. »
Ces 4 mots la prirent de court. Gabrielle Delcourt, l'homme qui l'avait humiliée, qui l'avait forcée à choisir entre son travail et sa grand-mère, avait besoin d'elle? Vous plaisantez, j'espère? La présentation pour l'Ermitage Nice a lieu dans 8 heures. Vous êtes la seule à maîtriser parfaitement ce dossier. Et alors, trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre, Élodie. L'usage de son prénom la déstabilisa. Sa voix avait perdu cette arrogance glaciale, révélant quelque chose de plus vulnérable. Vous m'avez mise à la porte hier au cas où vous l'auriez oublié. Je sais, et j'ai peut-être eu tort. Peut-être. Élodie sentit la colère remonter. Peut-être. Mon patron refuse de me laisser voir ma grand-mère hospitalisée, me traite comme une moins que rien et il a peut-être eu tort. Élodie, écoutez-moi, cette négociation représente l'aboutissement de 2 années de travail. Si elle échoue, c'est 50 emplois qui sont en jeu, sans compter les partenaires qui nous font confiance. Je vous offre de revenir avec une augmentation substantielle et... Stop! Élodie avait dit ce mot si fermement que Gabriel se tut immédiatement. Vous croyez que tout s'achète, n'est-ce pas? Que votre argent peut réparer votre comportement d'hier? Non, ce n'est pas. Si, c'est exactement ça. Vous m'appelez parce que vous avez besoin de moi, pas parce que vous regrettez. La nuance est importante. Un silence pesant s'installa. Gabriel réfléchissait à toute vitesse. Cette fille le mettait face à ses contradictions avec une précision chirurgicale. « Vous avez raison, dit-il finalement. Mon comportement d'hier était inexcusable. Je me suis conduit comme un salaud. L'aveu l'a surpris. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il reconnaisse ses torts. Et je vous présente mes excuses, sincèrement. Vos excuses ne rendront pas la santé à ma grand-mère, ni ne rattraperont l'angoisse qu'elle a eue en me voyant pleurer. Comment va-t-elle? La question l'a pris au dépourvu. Il y avait quelque chose de genuinement inquiet dans sa voix. Mieux. Ce n'était qu'un petit malaise cardiaque, mais à son âge, je comprends. J'ai perdu ma grand-mère l'année dernière. Cette confidence inattendue créa une brèche dans la colère d'Élodie. Elle entendait sa grand-mère qui l'appelait depuis la cuisine. « Écoutez, monsieur Delcourt, je dois y aller. Ma grand-mère m'attend. »« Élodie, attendez. Et si je venais à Nantes? »« Quoi? Je peux être là dans 3 heures. Nous reprendrions le train ensemble cet après-midi. Vous pourriez vous assurer que votre grand-mère va bien et être présente pour cette réunion? C'est ridicule. Vous ne pouvez pas déplacer votre précieuse réunion? Non, mais je peux me déplacer moi. » Élodie resta sans voix. Gabriel Delcourt, PDG de Delcourt International, prêt à prendre le train pour Nantes? Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous aviez raison hier. J'ai oublié ce que c'était d'être humain. Et parce que cette présentation ne vaut rien sans vous. Je ne vous comprends pas. Hier, j'étais inadéquate, et aujourd'hui, je suis indispensable? Hier, j'étais un imbécile. Aujourd'hui, je tente de réparer mes erreurs. Élodie entendit sa grand-mère qui l'appelait plus fort. Elle devait prendre une décision. « D'accord, dit-elle finalement, mais j'ai des conditions. Lesquelles? Premièrement, vous venez ici. Vous rencontrez ma grand-mère et vous lui présentez vos excuses pour la façon dont vous m'avez traité. Acceptez. Deuxièmement, je veux un contrat en bonne et due forme, pas un arrangement temporaire. Et je veux pouvoir prendre des congés pour ma famille sans avoir à me justifier. Acceptez. Et troisièmement, elle hésita puis se lança. Je veux que vous me promettiez de ne plus jamais me parler comme vous l'avez fait hier. Je ne suis peut-être qu'une secrétaire de province, mais je mérite le respect. Vous l'avez, dit Gabriel d'une voix grave. Mon respect et mes excuses les plus sincères. Après avoir raccroché, Élodie resta un moment immobile, le téléphone à la main. Qu'est-ce qui lui prenait d'accepter de retourner dans cet enfer doré? Élodie, qui c'était au téléphone? Demanda sa grand-mère depuis la cuisine. Mon patron, grand-mère. Il arrive. Il arrive? Ici? Oui, et je crois qu'il vient te présenter ses excuses. Marie Moreau apparut sur le seuil, un tablier noué autour de la taille et une expression incrédule sur le visage. Eh bien, ce monsieur a peut-être une conscience, finalement. Élodie espérait que sa grand-mère avait raison. Mais au fond d'elle-même, elle se demandait si Gabriel Delcourt était capable d'un véritable changement, ou s'il ne faisait que jouer un rôle pour obtenir ce qu'il voulait. Dans 3 heures,
elle aurait sa réponse. À 11h30 précise, une berline noire s'arrêta devant le modeste immeuble de Marie Moreau, dans le quartier populaire de Malakoff, à Nantes. Gabriel en descendit, élégant dans son costume sombre, mais visiblement mal à l'aise dans ce décor si éloigné de son univers habituel. Il leva les yeux vers la façade défraîchie, les balcons aux garde-corps rouillés, les géraniums qui débordaient des jardinières malgré le manque de moyens. Une odeur de cuisine populaire s'échappait des fenêtres ouvertes, mélange de pot-au-feu et de lessive qui séchait. Élodie l'attendait sur le pas de la porte, vêtue d'une simple robe bleu marine qu'elle avait empruntée à sa grand-mère. Elle observait Gabriel, qui découvrait son monde, guettant sa réaction. Allait-il afficher le même mépris que Camille, la même condescendance? « Bonjour », dit-il simplement en s'approchant. « Bonjour. Vous avez trouvé facilement ?»« Mon chauffeur a un GPS », répondit-il avec un sourire qui se voulait décontracté. Un silence gêné s'installa. Gabriel regardait autour de lui, non pas avec dégoût mais avec une curiosité étrange, comme s'il découvrait une planète inconnue. « C'est différent de Paris », dit-il finalement. « C'est un euphémisme », répondit Élodie avec une pointe d'ironie. « Allez-vous pouvoir supporter l'authenticité du lieu ?» Gabriel accusa le coup. Il méritait cette pique, et il le savait. « Élodie, je sais que j'ai tout approuvé, laissez-moi au moins essayer. » Elle le fixa longuement, puis hocha la tête. « Suivez-moi, et préparez-vous, ma grand-mère n'a pas la langue dans sa poche. » Ils montèrent 3 étages par un escalier en bois qui grinçait sous leurs pas. L'appartement de Marie Moreau tenait tout entier dans les 60 mètres carrés. Un salon-cuisine, une chambre et une salle de bain minuscule. Mais tout était impeccablement tenu, décoré avec goût malgré la modestie des moyens. Marie Moreau les attendait, droite dans son fauteuil en velours côtelé vert, vêtue de sa plus belle robe dominicale. Malgré ses 75 ans et sa fragilité récente, son regard pétillait d'intelligence et de malice. « Grand-mère, je vous présente Gabriel Delcourt. » Gabriel s'avança, légèrement nerveux. Quand avait-il été nerveux pour la dernière fois devant quelqu'un? « Madame Moreau, dit-il en s'inclinant légèrement, c'est un honneur de vous rencontrer. »« Un honneur, » répéta Marie avec un sourire en coin. « Vous êtes bien poli pour quelqu'un qui a fait pleurer ma petite fille. » Gabriel se figea. Élodie retint son souffle. Sa grand-mère n'y allait pas par 4 chemins. « Vous avez absolument raison, madame. Mon comportement a été inexcusable. Je suis venu vous présenter mes excuses, à vous et à Élodie. Asseyez-vous donc, jeune homme, et expliquez-moi un peu ce qui vous a pris. » Gabriel prit place sur le canapé fleuri, ses longues jambes repliées dans l'espace exigu. Il était habitué aux bureaux immenses, aux salons de réception, aux restaurants étoilés. Ici, dans ce petit salon qui sentait la lavande et la cire d'abeille, il se sentait étrangement déstabilisé. J'ai été élevé dans un monde où les sentiments passent après les affaires, commença-t-il lentement, où montrer ses émotions est perçu comme une faiblesse. Quand Élodie m'a dit qu'elle devait partir vous voir, j'ai réagi selon mes réflexes habituels. « Vos réflexes habituels ?» releva Marie. « Vous voulez dire que c'est naturel pour vous de séparer les gens de leur famille? Non, madame. Je veux dire que j'ai oublié que derrière chaque employé, il y a un être humain avec ses joies, ses peines, ses responsabilités. » Marie hocha lentement la tête, jaugeant cet homme qui avait l'âge de son petit-fils Thomas. « Et vous, monsieur Delcourt, qui s'occupe de vous quand vous êtes malade ?» La question le prit de court. « J'ai un médecin personnel, des employés. Ce n'est pas ce que je vous demande. Qui vous prend dans ses bras? Qui vous fait une tisane? Qui s'inquiète quand vous rentrez tard ?» Gabriel resta silencieux. La réponse était personne, et ils le savaient tous. « Élodie m'a dit que vous aviez perdu votre grand-mère récemment, » reprit Marie d'une voix plus douce. « Oui, il y a 8 mois. Elle vous a élevé? En grande partie, oui. Mes parents étaient très occupés par les affaires. Et quand elle est morte, vous étiez à son chevet ?» Gabriel baissa les yeux. « Non, j'étais à New York pour une négociation. Quand je suis rentré, c'était trop tard. » Un silence pesant s'installa. Élodie sentit son cœur se serrer malgré elle.
Elle commençait à comprendre d'où venait cette froideur de Gabriel, cette carapace qu'il s'était forgée. « Voilà votre problème, jeune homme, » dit finalement Marie. « Vous avez appris à regretter. Maintenant, il faut apprendre à choisir. Les affaires ou les êtres qu'on aime. On ne peut pas avoir les deux sans sacrifice. C'est justement pour ça que je suis ici, madame, pour essayer de réparer mes erreurs. » Marie se leva péniblement et se dirigea vers la cuisine. « Restez déjeuner. On ne discute bien qu'autour d'une table. »« Grand-mère, » protesta Élodie, « Monsieur Delcourt a sûrement autre chose à faire. »« Non, » l'interrompit Gabriel. « J'aimerais beaucoup rester si vous m'acceptez. » Le déjeuner fut une révélation pour Gabriel. Pot au feu aux légumes du jardin, fromage local, tarte aux pommes faites maison, rien de sophistiqué, mais tout débordait de saveur et d'amour. Marie racontait des anecdotes sur l'enfance d'Élodie, ses bêtises, ses rêves d'adolescente. Elle voulait devenir institutrice, vous savez, dit Marie en resservant Gabriel. Elle adorait expliquer les choses aux plus petits, mais avec la crise, impossible de trouver un poste. Alors, elle a fait du secrétariat. Pourquoi ne pas avoir tenté les concours de l'enseignement ? Demanda Gabriel. Avec quel argent ? Répondit Élodie avec amertume. Les préparations au concours coûtent cher, et il fallait que je travaille pour aider grand-mère et Thomas. Gabriel réalisa soudain l'ampleur des sacrifices que cette jeune femme avait consentis. Pendant qu'il héritait d'un empire, elle renonçait à ses rêves pour faire vivre sa famille. « Et vous, monsieur Delcourt ?» demanda Marie. « Vous avez toujours voulu reprendre l'entreprise familiale ? » « Honnêtement, non. J'aurais aimé être architecte, dessiner des bâtiments, créer des espaces qui rendent les gens heureux. Qu'est-ce qui vous en a empêché ? Mon père. Pour lui, l'art était un passe-temps de privilégié. Un homme se devait de faire fructifier l'héritage familial. Et maintenant, vous êtes heureux dans votre vie ? Gabriel hésita longuement avant de répondre. Je croyais l'être, mais depuis quelques jours, j'ai des doutes. Il jeta un coup d'œil discret vers Élodie qui évitait soigneusement son regard. À 15 heures, il était temps de partir pour attraper le train de 16 heures. Gabriel serra chaleureusement la main de Marie. « Merci pour ce déjeuner, madame, et merci pour la leçon. » « Quelle leçon ? Que la vraie richesse ne se compte pas en euros. » Marie sourit et tapota affectueusement sa joue. « Vous apprenez vite, jeune homme. Maintenant, tâchez de bien traiter ma petite fille. Sinon, vous aurez affaire à moi. » Dans le taxi qui les menait à la gare, Gabriel et Élodie restaient silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ils venaient de passer 3 heures dans un monde totalement différent, où les vraies valeurs reprenaient leur sens. « Votre grand-mère est remarquable, » dit finalement Gabriel. « Je sais, c'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Et vous tenez d'elle. » Élodie le regarda, surprise par la sincérité de sa voix. « Monsieur Delcourt, Gabriel. Appelez-moi Gabriel. Après ce que nous venons de partager, Gabriel, pourquoi faites-vous vraiment tout ça? La vraie raison. » Il se tourna vers elle et pour la première fois, elle vit toute sa vulnérabilité. « Parce que depuis que vous êtes parti, quelque chose s'est brisé en moi, et je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe. » Le train pour Paris filait dans la campagne française, tandis qu'Élodie et Gabriel se préparaient frénétiquement pour la présentation. Installés en première classe, dans un compartiment privé que Gabriel avait réservé, ils travaillaient côte à côte, leurs têtes penchées sur les mêmes documents. La famille Bernstein sera sensible à l'aspect historique de l'Ermitage, expliquait Élodie en tournant les pages. Leur fortune vient du patrimoine immobilier, ils respectent l'authenticité. Et les investisseurs japonais, eux, c'est le prestige qui les intéresse. Il faut insister sur la clientèle VIP, les événements mondains, l'image de marque. Gabriel l'écoutait avec attention, frappé par sa finesse d'analyse. Comment avait-il pu ne pas remarquer son intelligence? « Élodie, dit-il soudain, quand cette affaire sera conclue, j'aimerais vous proposer autre chose qu'un poste de secrétaire. Quoi par exemple? Consultante en développement hôtelier. Vous avez un don pour cerner les attentes des clients, comprendre les enjeux? C'est rare. » Élodie le regarda, étonnée. « Vous plaisantez? Jamais en matière d'affaires. Réfléchissez-y. » Le train entra en gare de Montparnasse à 18 heures.
Ils avaient juste le temps de passer au bureau récupérer les derniers documents avant de filer à Orly pour le vol de 21 heures vers Nice. Dans les bureaux de Delcourt International, l'ambiance était électrique. Nathalie les accueillit avec un sourire crispé. « Monsieur Delcourt, tout est prêt pour demain. J'ai aussi un message de mademoiselle Dufresne. Plus tard, Nathalie, nous devons y aller. » Sur le chemin de l'aéroport, Gabriel était inhabituellement silencieux. Élodie finit par briser le silence. « Vous pensez à Camille? Comment savez-vous? Votre expression. Vous êtes tendu depuis qu'on a mentionné son nom. » Gabriel soupira. « Camille ne comprend pas pourquoi je vous ai rappelé. Elle trouve cette décision émotionnelle. Elle n'a pas tort. Comment ça? C'était émotionnel. Vous avez pris cette décision avec votre cœur, pas votre tête. » Gabriel la regarda, troublé par sa perspicacité. « Et c'est mal? Non. C'est juste nouveau. Pour vous. » L'hôtel Hermitage Monte-Carlo se dressait comme un joyau belle époque face à la Méditerranée. Construit en 1896, il incarnait tout ce que Gabriel admirait, l'élégance intemporelle, le raffinement absolu, l'art de vivre à la française. Ils arrivèrent à 23 heures, épuisés mais concentrés. Gabriel avait réservé 2 suites dans l'hôtel voisin, le Negresco, pour être au plus près des négociations. « Retrouvons-nous demain à 8 heures pour un dernier briefing, » dit-il devant l'ascenseur. « Bonne nuit, Gabriel. » L'usage de son prénom le fit sourire. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, spontanément. Le lendemain matin, Nice baignait dans une lumière dorée exceptionnelle. La promenade des Anglais s'étalait devant l'Ermitage comme un tapis bleu et blanc, ponctué de palmiers et de joggeurs matinaux. Élodie retrouva Gabriel au restaurant de l'hôtel, impeccable dans un costume bleu marine qui accentuait l'éclat de ses yeux. Mais quelque chose avait changé en lui. Il souriait plus facilement, ses gestes étaient moins rigides. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il en se levant pour l'accueillir. « Comme un bébé. Et vous ? J'ai réfléchi à ce que m'a dit votre grand-mère, sur les choix à faire. Et j'ai pris une décision importante, mais chaque chose en son temps. » La réunion commença à 10 heures, dans la suite présidentielle de l'Ermitage. Autour de la table ovale se trouvaient les principaux actionnaires, la famille Bernstein, représentée par David et Rebecca, les investisseurs japonais menés par Takeshi Yamamoto, et le syndic de copropriété, Maître Dubois. Gabriel présenta son projet avec une aisance consommée, alternant français, anglais et quelques mots de japonais pour s'adresser à chacun. Mais c'est quand Élodie prit la parole que l'atmosphère changea. « Mesdames et messieurs, » dit-elle en se levant, « l'Ermitage n'est pas qu'un investissement, c'est un morceau d'histoire française, un témoin de l'art de vivre niçois. Notre projet de rénovation respectera cette âme tout en l'adaptant aux exigences modernes. » Elle déroula sa présentation avec passion, évoquant les jardins à la française, les salons belle époque, la terrasse panoramique avec vue sur la baie des Anges. Gabriel l'écoutait, fasciné par sa capacité à allier technique et émotion. « Mademoiselle Moreau, » intervint Rebecca Bernstein, « votre vision nous séduit, mais concrètement, comment garantissez-vous le respect du patrimoine ? » « En travaillant avec les monuments historiques, madame. Chaque modification sera validée par les services de l'État. De plus, nous nous engageons à conserver l'équipe locale actuelle et à privilégier les artisans niçois pour les travaux. » Takeshi Yamamoto hocha la tête avec approbation. Cette approche respectueuse honore la tradition japonaise. Nous sommes sensibles à cette philosophie. La négociation se poursuivit pendant 3 heures. Gabriel admirait la façon dont Élodie gérait chaque objection, trouvait les mots justes, créait des ponts entre les différentes sensibilités. À 13 heures, l'accord de principe était signé. L'Ermitage Nice rejoindrait la collection Delcourt dans les 6 mois pour un montant de 80 millions d'euros. « Mademoiselle Moreau, » dit David Bernstein en lui serrant la main, « si vous cherchez un jour un emploi dans l'immobilier de prestige, appelez-moi. » Une fois seuls, Gabriel et Élodie restèrent un moment silencieux sur la terrasse de l'hôtel, contemplant la Méditerranée qui scintillait sous le soleil de midi. « Nous avons réussi, » dit finalement Gabriel. « Vous avez réussi. C'est votre projet. Non, Élodie, sans vous, jamais je n'aurais obtenu leur adhésion.
Vous avez été brillante. Il se tourna vers elle, et elle fut frappée par l'intensité de son regard. Vous m'avez transformée, Élodie. En quelques jours, vous avez bousculé tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Gabriel, laissez-moi finir. Hier, votre grand-mère m'a demandé si j'étais heureux. La vérité, c'est que je ne savais même plus ce que ça voulait dire. Jusqu'à ce que vous débarquiez dans ma vie avec vos maladresses, votre sincérité, votre façon de me tenir tête. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'ils étaient en train de franchir une ligne invisible. « Et maintenant » murmura-t-elle. « Maintenant, je sais que je veux découvrir qui je suis vraiment. Pas le PDG, pas l'héritier Delcourt, juste Gabriel. » Il s'approcha d'elle, levant doucement la main vers son visage. « Élodie, est-ce que vous... » Son téléphone sonna brutalement, brisant le charme de l'instant. Gabriel jura intérieurement en voyant le nom qui s'affichait, Camille. « Je dois répondre, » s'excusa-t-il. « Gabriel, où es-tu? Ta mère essaie de te joindre depuis hier soir. Je suis à Nice pour la négociation Hermitage. »« Nice? Seul ?» Gabriel croisa le regard d'Élodie, qui avait compris et s'éloignait discrètement. « Non, avec mon équipe. J'arrive ce soir. Nous devons parler. Camille, ce n'est pas... J'ai déjà réservé mon vol. À ce soir, chérie. » Elle raccrocha, laissant Gabriel avec le sentiment désagréable que son passé venait de rattraper son présent au moment le moins opportun. Élodie revint vers lui, ayant saisi l'essentiel de la conversation. « Elle arrive ce soir? »« Oui. Alors nous devons rentrer à Paris. »« Non, » dit Gabriel d'une voix ferme. « Pas encore. J'ai quelque chose à vous montrer avant. » Il lui tendit la main. « Faites-moi confiance. Une dernière fois. » Gabriel entraîna Élodie loin des hôtels de luxe, vers les ruelles étroites du vieux Nice. Il déambulait dans ce labyrinthe de pierres ocre et de volets colorés, où l'odeur de la soca se mêlait au parfum des fleurs du marché aux fleurs. « Où m'emmenez-vous » demanda Élodie, intriguée par ce changement d'itinéraire. « Quelque part où j'aurais dû vous emmener dès le début, » répondit Gabriel en s'arrêtant devant une façade modeste de la rue droite. Au-dessus de la porte peinte en bleu délavé, une plaque discrète indiquait « Atelier Gabriel Delcourt, architecte ». Élodie écarquilla les yeux. « C'est à vous ?»« Mon petit secret » sourit Gabriel en sortant une clé de sa poche. « L'endroit où je viens quand j'ai besoin de respirer. » Il ouvrit la porte, révélant un espace lumineux et chaleureux. Les murs étaient couverts d'esquisses architecturales, de plans détaillés, de maquettes en bois. Une table à dessin trônait près de la fenêtre, sur laquelle étaient étalés des crayons, des règles, des calques. « Gabriel. »« C'est magnifique, » murmura Élodie en découvrant les projets. « Ces dessins, c'est vous qui les avez faits ? Mes échappatoires, » dit-il avec une pointe de mélancolie. « Quand les conseils d'administration deviennent étouffants, quand les chiffres me donnent le vertige, je viens ici et je dessine. » Élodie examina attentivement les plans. Il y avait là des projets d'hôtel, mais pas dans l'esprit Delcourt habituel. Ces bâtiments respiraient l'humanité, l'harmonie avec l'environnement, le respect des traditions locales. C'est ça que vous vouliez faire au lieu de reprendre l'entreprise familiale? C'est ça que je fais encore, en secret. Regardez celui-ci. Il lui montra une maquette particulièrement détaillée. Un hôtel de charme construit autour d'un olivier centenaire avec des terrasses qui épousaient les courbes de la colline. Il devait être construit près de Grasse, expliqua Gabriel. Un projet qui me tenait à cœur, mais le conseil d'administration l'a refusé. Pas assez rentable, pas assez prestigieux. Et vous l'avez accepté? J'ai capitulé comme toujours, comme avec Camille, comme avec mon père, comme avec tout ce qui représente l'empire Delcourt. Il s'assit lourdement sur un tabouret, soudain épuisé. « Vous savez pourquoi j'ai épousé Camille? Enfin, pourquoi je vais l'épouser? Je vous écoute. Parce qu'elle représente tout ce que je suis censé désirer. La beauté parfaite, l'éducation irréprochable, les relations utiles. Un mariage de raison déguisé en histoire d'amour. Vous ne l'aimez pas ?» Gabriel hésita longuement. « Je croyais l'aimer, ou plutôt, je m'étais convaincu que c'était de l'amour. Mais depuis que je vous connais, » il se leva et s'approcha d'elle. « Élodie, avec vous, j'ai découvert ce que c'était de rire vraiment, de me mettre en colère pour de bonnes raisons, de ressentir quelque chose d'authentique.
Vous m'avez fait redécouvrir qui j'étais avant de devenir Gabriel Delcourt, PDG. Gabriel, laissez-moi finir. Je sais que nous venons de mondes différents. Je sais que ma famille, mes relations, tout mon univers va s'opposer à nous. Mais je sais aussi que si je vous laisse partir maintenant, je passerai le reste de ma vie à le regretter. Élodie sentait son cœur battre à tout rompre. Cet homme qu'elle avait détesté quelques jours plus tôt, qu'il avait humilié et méprisé, se tenait maintenant devant elle, vulnérable et sincère. « Et Camille, je vais rompre nos fiançailles. Ce soir, quand elle arrivera. Gabriel, vous ne pouvez pas bouleverser votre vie sur un coup de tête. Nous nous connaissons à peine. Vous avez tort. En quelques jours, vous m'avez montré plus de moi-même que Camille en 2 ans de relation. » Il prit ses mains dans les siennes. « Élodie, donnez-nous une chance. Donnez-moi une chance de vous prouver que je peux être l'homme que vous méritez. » Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. Gabriel jura intérieurement. Décidément, ils étaient condamnés à être interrompus à chaque moment crucial. « Allô? Élodie? C'est Thomas. J'espère que je ne te dérange pas. »« Non, mon petit frère. Tout va bien? »« Oui et non. Grand-mère va beaucoup mieux. Elle a pu rentrer chez elle ce matin. Mais j'ai eu les résultats de mes examens de médecine. Et j'ai réussi. Je passe en 5e année. » Élodie poussa un cri de joie qui fit sursauter Gabriel. « Thomas, c'est fantastique. Je suis si fier de toi. » Mais il y a un problème, Élodie. Les frais de la 5e année sont beaucoup plus élevés. Entre l'internat, les stages, les livres, j'aurai besoin de presque 5 000 € de plus que prévu. Le sourire d'Élodie s'effaça. 5 000 €, même avec son nouveau salaire, c'était impossible à réunir. « Ne t'inquiète pas, dit-elle d'une voix qu'elle voulait rassurante. On trouvera une solution. Élodie, si c'est trop difficile, je peux arrêter mes études et... Il n'en est pas question. Thomas, tu vas devenir médecin, c'est ton rêve depuis l'enfance. Laisse-moi me débrouiller. » Après avoir raccroché, elle resta silencieuse, le regard perdu dans le vague. Gabriel avait suivi la conversation. « Votre frère a des difficultés financières ? » « Rien d'insurmontable, mentit-elle. C'est juste que... Élodie, je peux l'aider. 5 000 €, ce n'est rien pour moi. »« Non !» s'exclama-t-elle avec véhémence. « Jamais !»« Pourquoi ? Je ne comprends pas. »« Parce que je ne veux pas de votre pitié, Gabriel. Je ne veux pas que vous m'aidiez parce que vous avez mauvaise conscience ou parce que vous voulez m'acheter. Ce n'est pas ça du tout. Si, c'est exactement ça. Vous, les riches, vous croyez que l'argent peut tout résoudre, que vous pouvez claquer des doigts et régler les problèmes des pauvres gens. » Gabriel recula, blessé par la violence de sa réaction. « Élodie, vous vous trompez sur mes intentions. Mes intentions? Quelles intentions? Vous voulez rompre avec votre fiancé pour une secrétaire de province? Vous croyez que c'est romantique? » Elle arpentait maintenant l'atelier, les joues en feu. « Dans 6 mois, quand la nouveauté se sera estompée, quand vos amis riches se moqueront de votre petit ami authentique, qu'est-ce qui se passera? Vous reviendrez à votre vraie vie, et moi, je me retrouverai avec quoi? Un cœur brisé et une réputation détruite? Vous ne pouvez pas penser ça. Bien sûr que si. Gabriel, vous êtes habitué à obtenir tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas un objet de collection, pas une lubie de milliardaire qui s'ennuie. » Gabriel encaissa chaque mot comme une gifle. Il voyait bien qu'Élodie était sincère dans sa colère, mais aussi qu'elle était terrifiée. Terrifiée de lui faire confiance, de croire en eux. « Et si vous vous trompiez ?» dit-il doucement. « Et si, pour une fois dans ma vie, j'étais sincère ?» Élodie s'arrêta de faire les 100 pas et le regarda. Dans ses yeux, elle vit la même vulnérabilité qu'elle avait entrevue chez sa grand-mère. « Gabriel, je... » La porte de l'atelier s'ouvrit brutalement. Une silhouette élégante se découpa dans l'encadrement. Camille, resplendissante dans une robe blanche qui épousait parfaitement ses formes, ses cheveux blonds flottant au vent marin. « Gabriel, j'ai eu ton adresse par ton chauffeur. Qu'est-ce que tu fais dans ce taudis ?» Son regard balaya l'atelier avec dégoût avant de se poser sur Élodie. « Et qu'est-ce qu'elle fait là, elle ?» Le triangle était formé. Dans quelques minutes, tout allait exploser. Le silence qui suivit l'arrivée de Camille était assourdissant.
Gabriel se tenait entre les deux femmes, conscient que sa vie allait basculer dans les minutes qui suivaient. Camille, impeccable malgré son voyage précipité, détaillait l'atelier avec un mépris non dissimulé. « Gabriel, j'attends une explication, » dit-elle d'une voix glaciale. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et pourquoi ta secrétaire est-elle ici avec toi? »« Camille, nous devons parler, » répondit Gabriel d'une voix ferme. Visiblement, mais pas devant elle. Camille désigna Élodie d'un geste dédaigneux. Cette dernière sentit la colère monter en elle. Encore une fois, on parlait d'elle comme si elle n'existait pas. « Madame Dufresne, » dit-elle d'une voix dangereusement calme, « je m'appelle Élodie Moreau, et je suis tout à fait capable de m'exprimer moi-même. » Camille se tourna vers elle, surprise par cette audace. « Mademoiselle Moreau, c'est ça? Je pense qu'il vaudrait mieux que vous nous laissiez. Gabriel et moi avons des choses importantes à nous dire. » « En effet, » intervint Gabriel. « Élodie, restez. Ce que j'ai à dire vous concerne aussi. » Camille écarquilla les yeux. « Gabriel, tu ne vas quand même pas discuter de nos affaires privées devant... » « Devant qui, Camille? Finissez votre phrase. »« Devant cet employé. » « Cet employé a un nom, un cœur, une intelligence, » répliqua Gabriel d'une voix cinglante. « Ce que vous ne semblez pas avoir. » Camille recula comme si elle avait été giflée. « Gabriel, comment oses-tu me parler ainsi? Pour cette fille. Cette fille m'a ouvert les yeux sur qui j'étais vraiment. Cette fille m'a rappelé que j'avais une âme. » Élodie assistait à la scène, partagée entre la fascination et l'effroi. Gabriel était en train de détruire sa relation avec Camille, sous ses yeux. « Gabriel, » dit-elle doucement, « peut-être devrions-nous... » « Non, Élodie, il est temps que les choses soient claires. » Il se tourna vers Camille, qui le regardait avec un mélange d'incrédulité et de colère. « Camille, je ne peux plus continuer cette mascarade. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous sommes jamais aimés. Qu'est-ce que l'amour vient faire là-dedans » répliqua-t-elle avec dédain. « Nous formons un couple parfait, Gabriel. Nos familles, nos milieux, nos intérêts. Nos intérêts, exactement. C'est tout ce qui nous unit. Des intérêts financiers et sociaux. Et c'est mal, regarde autour de toi, regarde cette masure. C'est ça que tu veux? Renoncer à tout ce que tu es pour jouer à l'artiste incompris ?» Camille avait dit cela en balayant l'atelier d'un geste méprisant, comme si les œuvres de Gabriel n'étaient que des gribouillis d'enfants. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Élodie. « Madame Dufresne, » dit-elle en se dressant face à Camille, « vous venez d'insulter 2 ans de travail passionné. Ces gribouillis valent plus que tous vos bijoux réunis. » « Ah, la voilà qui se réveille. Et vous, qu'est-ce que vous y connaissez en art, en architecture? Plus que vous ne le pensez. J'ai peut-être grandi dans un HLM, mais j'ai des yeux pour voir la beauté. Et le travail de Gabriel est magnifique. »« Ah, Gabriel? Tiens donc, nous en sommes déjà au prénom. » Camille se tourna vers Gabriel avec un sourire venimeux. « Gabriel, dis-moi que tu n'es pas en train de gâcher ton avenir pour cette romance de comptoir. Cette romance de comptoir, comme vous dites, m'a fait plus de bien en quelques jours que vous en 2 ans. Tu es fou, ta famille, mes parents, nos amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront ce qu'ils voudront. Pour une fois dans ma vie, je m'en moque. » Camille réalisa soudain que Gabriel était sérieux. Vraiment sérieux. Son visage se durcit. « Très bien. Si c'est ton choix, assume-le jusqu'au bout. Mais ne compte pas sur moi pour t'attendre quand tu reviendras ramper à mes pieds. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Et toi, » dit-elle à Élodie, « profite bien de ton moment de gloire, parce que quand il se lassera de jouer aux rebelles, tu retourneras à tes casseroles. »« Camille !» s'exclama Gabriel. Mais elle était déjà partie, laissant derrière elle un parfum de jasmin de grâce et une atmosphère de dévastation. Gabriel et Élodie restèrent seuls dans l'atelier, assommés par la violence de la confrontation. « Gabriel, » murmura finalement Élodie, « qu'est-ce que vous venez de faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Vous venez de détruire votre vie pour moi, votre famille, vos amis, votre position sociale. »« Ma position sociale ?» répéta Gabriel avec amertume. « Vous voulez dire ma prison dorée ?» Il s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Élodie, tout ce que je viens de perdre,
Ce n'était pas ma vraie vie, c'était juste un rôle que je jouais depuis trop longtemps. Mais les conséquences, je les assume. Pour la première fois de ma vie, j'ai agi selon mes convictions, pas selon les attentes des autres. Élodie le regarda, émue malgré elle par sa détermination. « Gabriel, vous ne me connaissez pas vraiment. Nous ne nous connaissons pas. Comment pouvez-vous être sûr de votre choix? Parce qu'avec vous, je me sens enfin vivant. Parce que vous me rendez meilleur. Parce que quand je vous regarde, j'ai envie de devenir l'homme que vous méritez. Et si ça ne marche pas entre nous? Et si ça marche ?» Il souleva doucement son menton pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Élodie, j'ai passé ma vie à faire les bons choix, les choix raisonnables, les choix rentables. Et j'étais malheureux. Laissez-moi faire un choix du cœur, juste une fois. » Élodie sentit ses défenses s'effondrer. Dans le regard de Gabriel, elle ne voyait plus l'arrogance du premier jour, ni la manipulation qu'elle avait crainte. Juste un homme sincère, prêt à tout risquer pour elle. « Gabriel, dites-moi que vous ressentez la même chose. Dites-moi que je ne suis pas fou de croire qu'il y a quelque chose entre nous. » Élodie ferma les yeux, luttant contre ses dernières résistances. « Bien sûr que je ressens quelque chose. Depuis le premier jour, vous me troublez. Mais j'ai peur, Gabriel. Peur que vous vous lassiez. Peur de ne pas être à la hauteur de votre monde. » « Mon monde? Quel monde? Celui de Camille et de ses mondanités? Celui de mon père et de ses affaires impitoyables? » Il balaya l'atelier d'un geste. « Mon monde, il est ici, dans ces dessins, dans ces rêves que j'ai mis de côté trop longtemps. Et maintenant, j'aimerais qu'il soit aussi avec vous. » Cette fois, Élodie ne résista plus. Elle se laissa aller contre lui, sentant enfin le mur qu'elle avait érigé s'effondrer complètement. « D'accord, » chuchota-t-elle. « Essayons. » Gabriel la serra dans ses bras, respirant enfin librement pour la première fois depuis des années. Dehors, le soleil de Nice commençait à décliner, baignant le vieux Nice d'une lumière dorée. Ils ne savaient pas encore quelle tempête les attendait, mais pour l'instant, ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Les 3 semaines qui suivirent furent à la fois les plus belles et les plus difficiles de la vie de Gabriel. Rentré à Paris avec Élodie, il dut faire face aux conséquences de ses choix. La nouvelle de sa rupture avec Camille Dufresne avait fait l'effet d'une bombe dans le monde du luxe parisien. Ce matin-là, dans son bureau de la rue du Faubourg Saint-Honoré, Gabriel faisait face à son père, Philippe Delcourt. À 65 ans, le patriarche du groupe conservait une prestance intimidante, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son costume Savile Row sans un pli. « Gabriel, tu te rends compte de ce que tu as fait ?» tonna Philippe en faisant les 100 pas devant les baies vitrées. « Parfaitement, père. J'ai choisi ma vie. »« Ta vie? Tu as détruit 2 années de négociations. » Henri Dufresne a retiré ses investissements du projet Bordeaux. 20 millions d'euros qui nous passent sous le nez. Gabriel ne broncha pas. Il avait prévu cette réaction. Nous nous en remettrons. Nous nous en remettrons. Et ta réputation? Les journaux People se régalent. Le milliardaire quitte sa fiancée pour sa secrétaire. Tu nous couvres de ridicule. Je me fiche des journaux, père. Philippe s'arrêta net et fixa son fils avec incrédulité. Tu te fiches des journaux? Gabriel, nous dirigeons un empire basé sur l'image, le prestige. Nos clients payent pour fréquenter nos établissements parce qu'ils représentent un certain art de vivre. Et toi, tu détruis cette image pour une passade. Ce n'est pas une passade. Ah non? Alors explique-moi ce qui t'a pris. Cette fille sort d'où? De quel milieu? Gabriel se leva lentement, dominateur malgré lui. Élodie Moreau vient d'un milieu modeste. Elle a élevé son frère, s'occupe de sa grand-mère malade, et elle a plus d'honneur et d'intelligence que toutes nos relations réunies. Intelligence? Ricana Philippe. Si elle était si intelligente, elle ne se serait pas accoquinée avec son patron. Cette fois, Gabriel explosa. Père, je vous interdis de parler d'elle en ces termes. Ou quoi? Tu me renvoies? Tu m'exclus du conseil d'administration? Le défi était lancé. Philippe Delcourt n'avait jamais supporté d'être contredit, surtout par son fils. Si nécessaire, oui. Le silence qui suivit fut glacial. Pour la première fois de sa vie, Gabriel tenait tête à son père, sans fléchir. « Très bien, » dit finalement Philippe.
Puisque tu veux jouer à l'amoureux transi, assume jusqu'au bout, mais ne compte pas sur moi pour cautionner cette folie. Il se dirigea vers la porte puis se retourna une dernière fois. Au fait, Gabriel, le conseil d'administration se réunit vendredi. Ta nouvelle attachée ne sera pas la bienvenue. J'ai déjà eu des remontées de plusieurs membres. Après le départ de son père, Gabriel resta seul dans son bureau, la tête entre les mains. Il savait que sa relation avec Élodie dérangeait, mais il n'avait pas anticipé une opposition si frontale de sa propre famille. Pendant ce temps, dans les bureaux adjacents, Élodie tentait de se concentrer sur son travail. Mais les regards en coin, les chuchotements, les sourires en coin de certains employés rendaient l'atmosphère pesante. Nathalie, en particulier, ne perdait pas une occasion de lui faire sentir son hostilité. « Mademoiselle Moreau ?» dit-elle en entrant dans le bureau avec un sourire faussement aimable, « j'ai reçu plusieurs appels de journalistes ce matin. Ils souhaitent vous interviewer. »« Je ne parlerai à aucun journaliste, » répondit fermement Élodie. « Bien sûr, mais vous savez, la presse peut être insistante, surtout quand il s'agit d'une histoire si romanesque. » Le ton était venimeux. Élodie releva la tête. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Nathalie ? » « Oh, rien de particulier, c'est juste que... Enfin, tout le monde se demande comment une simple secrétaire temporaire a réussi à séduire Gabriel Delcourt. Les langues vont bon train, vous savez. » Élodie sentit ses joues s'empourprer. « Je ne vois pas en quoi ma vie privée vous concerne. Détrompez-vous. Quand votre vie privée affecte l'image de l'entreprise, elle nous concerne tous. L'image de l'entreprise ? Les clients de Delcourt International viennent chez nous pour l'excellence, le raffinement. Ils attendent un certain niveau. Vous comprenez ? » Le message était clair. Élodie ne correspondait pas aux standards de la clientèle fortunée de Delcourt. « Je comprends parfaitement, Nathalie. Et maintenant, si vous me permettez, j'ai du travail. » Nathalie sortit avec un sourire satisfait, laissant Élodie seule avec ses doutes. Et si tout le monde avait raison ? Et si elle n'était vraiment pas à sa place dans ce monde? L'après-midi, Gabriel la retrouva dans son bureau, visiblement épuisée par sa journée. « Comment ça s'est passé avec votre père ?» demanda-t-elle. « Comme prévu. Mal. » Il s'assit en face d'elle, lui prit les mains. « Élodie, je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je ne regrette rien, même si votre famille vous tourne le dos. Ma famille finira par comprendre, et sinon, tant pis. Gabriel, je ne veux pas être responsable de votre isolement. Vous n'êtes responsable de rien. C'est mon choix, et je l'assume. » Il hésita, puis ajouta, « Il y a autre chose. J'ai pris une décision concernant l'entreprise. » « Laquelle ? » ?»« Je vais démissionner de mon poste de PDG. » Élodie écarquilla les yeux. « Quoi ? Gabriel, vous ne pouvez pas ? » ?»« Si, je peux, et je vais le faire. Vendredi, devant le conseil d'administration. Mais pourquoi ? Parce que je veux me consacrer à ce qui me passionne vraiment, l'architecture. Je vais racheter l'atelier de Nice, monter ma propre agence. » Élodie le regardait, partagée entre l'admiration et l'inquiétude. « Gabriel, vous renoncez à un empire pour dessiner des maisons. Je renonce à une prison dorée pour construire mes rêves. Et j'aimerais que vous m'accompagniez dans cette aventure. » « Comment ça ? » ?»« Comme associé. Vous avez prouvé lors de la négociation Hermitage que vous aviez un don pour comprendre les attentes des clients, pour créer des liens. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'unique. » Élodie resta silencieuse un long moment. Gabriel lui proposait de tout quitter, de recommencer à zéro avec lui. C'était tentant, excitant, mais aussi terrifiant. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle. « Et si nous échouons ? Alors au moins, nous aurons échoué ensemble en tentant quelque chose qui nous ressemble. » Ce soir-là, Élodie rentra dans sa petite chambre de bonne, la tête pleine de questions. Elle appela sa grand-mère pour lui raconter les derniers développements. « Ma chérie, » dit Marie après avoir écouté le récit, « ce jeune homme est en train de changer de vie pour toi. C'est beau, mais c'est aussi effrayant. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, grand-mère? Je me demanderais s'il change pour de bonnes raisons, ou s'il fuit sa vraie vie. La différence est importante. Comment savoir? En observant s'il est heureux dans ses nouveaux choix, ou s'il essaie juste de prouver quelque chose. » Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle pensait à Gabriel, à ses dessins, à la passion qui illuminait son visage quand il parlait d'architecture.
Elle pensait aussi au sacrifice qu'il était prêt à consentir, au pont qu'il brûlait pour elle. Le lendemain matin, elle avait pris sa décision. Elle allait suivre Gabriel dans son aventure, mais à une condition, qu'il soit sûr de le faire pour lui, et pas seulement pour elle. Car Élodie commençait à comprendre qu'aimer quelqu'un, c'était aussi l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. Le vendredi arriva plus vite qu'Élodie ne l'aurait souhaité. Dans la salle de conférence de Delcourt International, l'atmosphère était électrique. Autour de la table ovale en acajou massif se trouvaient les 12 membres du conseil d'administration, visages graves et costumes sombres, comme des juges prêts à rendre leur verdict. Philippe Delcourt présidait, impassible, tandis que Gabriel prenait place à sa droite habituelle. Élodie, conformément aux instructions de Gabriel, assistait à la réunion en tant que secrétaire de séance, assise légèrement en retrait. « Mesdames et messieurs, commença Philippe, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le point sur la situation récente de notre groupe et les changements survenus dans l'équipe dirigeante. » Gabriel se redressa. C'était le moment qu'il attendait depuis des jours. « Père, si vous me permettez, j'aimerais prendre la parole. »« Bien sûr, Gabriel. Nous t'écoutons. » Gabriel se leva, balayant du regard les visages familiers qui l'entouraient. Il y avait là Henri Bernstein, le banquier discret, Marguerite de Montclerc, héritière d'une fortune immobilière, Jean-Claude Moretti, magnate de la restauration, tous des amis de la famille, des partenaires de longue date. Mesdames et messieurs, ce que j'ai à vous dire ne sera pas facile à entendre, mais je vous dois la vérité. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Depuis 15 ans, je dirige cette entreprise selon les principes que mon père m'a inculqués. Rentabilité maximale, prestige absolu, excellence technique. Ces principes ont fait notre succès. Je ne le nie pas. Où veux-tu en venir, Gabriel ? Intervint Henri Bernstein avec impatience. J'y viens. Ces dernières semaines, j'ai réalisé que j'avais perdu de vue l'essentiel. Nous construisons des hôtels somptueux, mais nous avons oublié que l'hôtellerie, c'est avant tout l'art de recevoir, d'accueillir, de créer du bonheur. Marguerite de Montclerc fronça les sourcils. Gabriel, je ne vois pas le rapport avec tes récents problèmes personnels. Justement, Madame de Montclerc, mes problèmes personnels, comme vous les appelez, m'ont ouvert les yeux sur qui j'étais vraiment, et surtout sur qui je veux devenir. Il se tourna légèrement vers Élodie, puisant de la force dans son regard encourageant. Je démissionne de mon poste de PDG de Delcourt International. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Philippe ferma les yeux comme si on venait de lui asséner un coup. Gabriel, souffla Marguerite de Montclerc, ma décision est irrévocable. Je souhaite me consacrer à ma véritable passion, l'architecture. Je vais créer ma propre agence, spécialisée dans l'hôtellerie de charme et le développement durable. Tu es fou, explosa Jean-Claude Moretti. Tu détruis 30 ans de travail pour quoi? Pour impressionner ta nouvelle conquête. Élodie sentit le sang lui monter aux joues, mais Gabriel lui lança un regard rassurant. Monsieur Moretti, je vous interdis de parler de mademoiselle Moreau en ces termes. Et pour votre information, ma décision n'a rien à voir avec elle. Elle révèle simplement qui j'ai toujours voulu être. Qui tu as toujours voulu être, ricana Henri Bernstein. Gabriel, tu es né pour diriger cet empire, c'est dans tes gènes. Non, monsieur Bernstein, j'ai été élevé pour diriger cet empire. Ce n'est pas la même chose. Philippe prit enfin la parole, la voix blanche. Gabriel, réfléchis, tu renonces à un patrimoine de 2 milliards d'euros pour dessiner des bâtiments. Je ne renonce à rien, père, je choisis ma voie. Et nous, que devient le groupe sans toi? Le groupe a survécu avant moi, il survivra après moi. Et puis, il y a d'autres solutions. Il marqua une nouvelle pause, préparant son coup de théâtre. J'ai une proposition à vous faire. Transformons Delcourt International en coopérative. Redistribuons les parts aux employés. Créons un modèle d'entreprise plus humain, plus proche de nos valeurs. Cette fois, ce fut l'explosion. Une coopérative? S'exclama Marguerite de Montclerc. Gabriel, tu délires complètement? C'est cette fille qui t'a mis ces idées révolutionnaires en tête, lança Henri Bernstein en pointant un doigt accusateur vers Élodie. Mesdames et messieurs, tonna Philippe pour ramener le calme. Gabriel, je pense que tu es sous le choc de tes récents bouleversements.
Nous allons suspendre cette séance. Tu vas rentrer chez toi, réfléchir calmement, et nous reparlerons de tout ça la semaine prochaine. Il n'y a rien à reconsidérer, père. Ma décision est prise. Gabriel se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Pour ceux que ça intéresse, ma première réalisation sera la transformation de l'Ermitage Nice en hôtel écologique de luxe. Un établissement qui prouvera qu'on peut allier prestige et respect de l'environnement. Il sortit, suivi d'Élodie, sous les regards ébahis du conseil d'administration. Dans le couloir, Élodie le rattrapa. « Gabriel, vous venez de provoquer un séisme !»« Je sais. Et vous savez quoi ? Je me sens libéré pour la première fois de ma vie. Mais votre famille, votre héritage, mon héritage, Élodie, ce ne sont pas ces millions d'euros. C'est la capacité de créer, de construire, de rendre les gens heureux. Et ça, personne ne peut me l'enlever. » Ils montèrent dans le bureau de Gabriel pour récupérer ses affaires personnelles. Sur la table de travail, une pile de messages téléphoniques l'attendait. Gabriel les parcourut rapidement. « Tiens, c'est intéressant, dit-il en brandissant un post-it. Takeshi Yamamoto a appelé 3 fois ce matin. Il souhaite me parler d'un projet urgent. L'investisseur japonais de l'Ermitage ? Lui-même. Je me demande ce qu'il me veut. » Gabriel rappela immédiatement. La conversation se déroula en anglais, Élodie ne saisissant que quelques bribes. Mais l'expression de Gabriel changea progressivement, passant de la curiosité à l'étonnement, puis à l'exaltation. « Incroyable !» s'exclama-t-il après avoir raccroché. « Qu'est-ce qui se passe ?» Yamamoto représente un consortium d'investisseurs asiatiques spécialisés dans l'hôtellerie durable. Ils cherchèrent justement un architecte entrepreneur pour développer une chaîne d'hôtels écologiques de luxe en Europe. Et il me propose de financer ma nouvelle agence. 50 millions d'euros pour démarrer, avec pour premier projet la transformation de l'Ermitage Nice. Élodie n'en revenait pas. En l'espace d'1 heure, Gabriel avait détruit son ancienne vie et vu naître une nouvelle opportunité encore plus excitante. « Gabriel, c'est fantastique !» Élodie, dit-il en lui prenant les mains, « acceptez-vous d'être ma directrice associée, de construire cette aventure avec moi? Mais je n'y connais rien en architecture. Vous y connaissez en relations humaines, en gestion, en négociation. Vous savez comprendre les gens et leurs besoins. C'est exactement ce qu'il me faut. » Élodie réfléchit quelques secondes. Partir avec Gabriel, c'était quitter la sécurité pour l'inconnu. Mais c'était aussi la chance de participer à quelque chose de grand, de meaningful. « Une condition, dit-elle finalement. Laquelle ? Nous commençons par embaucher Thomas comme stagiaire dès qu'il aura fini sa médecine. Il a toujours été passionné par l'architecture médicale. » Gabriel éclata de rire. « Marché conclu. » Ce soir-là, ils dînèrent dans un petit restaurant du Marais, loin du faste habituel de Gabriel. Autour d'une bouteille de vin simple et d'un plat du jour, ils échafaudèrent leur premier projet, dessinant sur des serviettes en papier les contours de leur futur empire. « Gabriel, dit soudain Élodie, vous ne regrettez vraiment rien, vraiment rien. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être moi-même. Et votre père? Il finira par vous pardonner? Je l'espère. Mais même si ce n'est pas le cas, je sais que j'ai fait le bon choix. » Il leva son verre. « À nous, Élodie, à notre nouvelle vie. À nous, répondit-elle en trinquant, et à tous ceux qui croient encore aux contes de fées. 6 mois s'étaient écoulés depuis la création de l'agence Delcourt Moreau Architecture. Installés dans un superbe atelier près du canal Saint-Martin, Gabriel et Élodie avaient transformé leurs rêves en réalité. Leur premier projet, la transformation écologique de l'Ermitage Nice, était en cours et faisait déjà sensation dans le milieu de l'hôtellerie de luxe. Mais ce soir-là, c'était une soirée particulière. Le gratin parisien se pressait dans les salons dorés du Palais Garnier pour l'événement caritatif annuel de la Fondation Delcourt, organisé au profit de la rénovation du patrimoine architectural français. Ironiquement, Gabriel y était invité non plus comme héritier, mais comme architecte innovant. Élodie ajustait nerveusement sa robe de soirée devant le miroir de leur appartement commun à Montmartre. Gabriel l'avait convaincu d'investir dans une tenue digne de l'événement.
une robe longue en soie noire, signée d'un jeune créateur français, élégante, sans être ostentatoire. « Tu es magnifique », dit Gabriel en apparaissant derrière elle, resplendissant dans son smoking. « J'ai l'impression de jouer un rôle, » murmura-t-elle. « Tous ces gens vont me juger. » « Laisse-les juger. Tu as plus de classe naturelle que toutes ces femmes réunies. » Dans la limousine qui les menait vers l'opéra, Élodie regardait défiler les lumières de Paris. 6 mois plus tôt, jamais elle n'aurait imaginé se rendre à une soirée au palais Garnier au bras de l'homme qu'elle aimait. « Gabriel, dit-elle soudain, votre père sera là ce soir. Probablement. C'est lui qui préside la fondation. Vous ne vous êtes toujours pas réconciliés ?» Gabriel soupira. Depuis sa démission, Philippe Delcourt refusait catégoriquement de lui adresser la parole. L'empire familial continuait sans lui, dirigé désormais par un consortium d'actionnaires externes. « Mon père est rancunier, Élodie, mais ce soir, nous ne sommes pas là pour lui. Nous y allons pour présenter notre vision de l'architecture du futur. » Le palais Garnier était éblouissant de 1000 feux. Dans le grand foyer, orné de ses mosaïques dorées et de ses lustres en cristal, tout le gratin parisien évoluait avec cette aisance particulière des privilégiés. Champagne millésimé, toilettes de grands couturiers, bijoux étincelants, c'était le monde que Gabriel avait quitté. « Monsieur Delcourt !» s'exclama une voix familière. Takeshi Yamamoto s'approchait d'eux, accompagné de son épouse et de plusieurs investisseurs japonais. « Monsieur Yamamoto, quel plaisir de vous voir. Et voici la fameuse mademoiselle Moreau. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail. Nos partenaires européens sont très impressionnés par votre approche du management hôtelier. » Élodie s'inclina légèrement, touchée par cette reconnaissance. « C'est un travail d'équipe, monsieur Yamamoto. Gabriel a le génie créatif. Moi, je ne fais que traduire ses visions en réalité opérationnelle. Modestie typiquement française, » rit l'investisseur. Au Japon, nous dirions que vous formez un duo parfaitement équilibré. Tandis qu'ils discutaient des futurs projets asiatiques, Élodie remarqua un mouvement dans la foule. Philippe Delcourt venait d'entrer, imposant dans son smoking de cérémonie, accompagné de Camille Dufresne. La jeune femme était plus éblouissante que jamais dans une robe de haute couture rouge sang qui attirait tous les regards. Elle avait visiblement surmonté sa rupture avec Gabriel et rayonnait d'une beauté glaciale. « Ils viennent par ici, » murmura Élodie à Gabriel. « Je sais, restons naturels. » Philippe s'approcha de leur groupe, saluant poliment les investisseurs japonais avant de se tourner vers son fils. Le silence qui s'installa était lourd de non-dits. « Gabriel, » dit-il finalement d'une voix neutre, « Père, j'ai lu dans la presse spécialisée que votre projet niçois avançait bien. En effet, nous devrions ouvrir dans 10 mois. Parfait. » Camille s'avança à son tour, un sourire énigmatique aux lèvres. « Gabriel, Élodie, comme c'est pittoresque de vous revoir. »« Bonsoir Camille, » répondit poliment Gabriel. « Tu as l'air en forme. »« Oh, je vais très bien. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. » Elle fit une pause théâtrale, savourant l'attention générale. « Je me marie le mois prochain avec Henri de Montclair, le fils de Marguerite, vous vous souvenez. Il dirige maintenant la branche immobilière du groupe familial. » Élodie sentit Gabriel se raidir imperceptiblement. Non pas de jalousie, mais de compréhension. Camille épousait un autre homme d'affaires fortuné, perpétuant le cycle des unions d'intérêts qu'il avait fui. « Mes félicitations, dit-il sincèrement. J'espère que tu seras heureuse. »« Oh, je le serai. Henri est très stable, très prévisible, contrairement à certains qui préfèrent jouer les rebelles. » L'allusion était claire. Camille cherchait à le blesser, à lui faire regretter ses choix. « Gabriel ne joue pas les rebelles, » intervint calmement Élodie. « Il suit sa voie. C'est différent. »« Sa voie ?» répéta Camille avec un rire cristallin. « Ma chère Élodie, vous êtes touchante de naïveté. Croyez-vous vraiment qu'un homme habitué au luxe puisse se contenter longtemps d'une vie artisanale ?»« Camille, » prévint Gabriel d'un ton sec. « Quoi ? Je dis juste ce que tout le monde pense. Dans 6 mois, quand la nouveauté se sera estompée, Gabriel reviendra à sa vraie vie. Et vous, ma pauvre petite, vous vous retrouverez seule avec vos illusions. Cette fois, c'en était trop. » Élodie sentit la colère monter, mais au lieu d'exploser, elle sourit calmement. « Camille, dit-elle d'une voix posée, il y a 6 mois,
Vous aviez peut-être raison, mais aujourd'hui, je connais Gabriel mieux que vous ne l'avez jamais connu. Et ce que je sais, c'est qu'il n'est jamais aussi épanoui que quand il crée, quand il construit quelque chose qui lui ressemble. Vraiment? Et quand les difficultés arriveront, quand les projets échoueront, quand l'argent manquera, alors nous affronterons ces difficultés ensemble, parce que c'est ça l'amour véritable. Pas la recherche du confort, mais le partage des épreuves. Camille resta silencieuse quelques secondes, visiblement déstabilisée par cette réponse pleine de dignité. Philippe, qui avait écouté l'échange, regardait Élodie avec une expression nouvelle. Pour la première fois, il voyait en elle autre chose qu'une opportuniste. « Mademoiselle Moreau, dit-il soudain, j'aimerais vous parler en privé. » Gabriel et Élodie échangèrent un regard surpris. « Bien sûr, monsieur Delcourt. » Philippe l'entraîna vers une alcôve plus tranquille, laissant Gabriel face à Camille et aux investisseurs japonais. « Mademoiselle Moreau, commença Philippe, je vais être direct. Depuis 6 mois, je vous en veux de ce que vous avez fait à mon fils. » Élodie se redressa, prête à se défendre. « Mais ce soir, poursuivit-il, je réalise que je me suis peut-être trompé. Gabriel a l'air différent, plus heureux, plus authentique. Il l'est, monsieur Delcourt. Il fait enfin ce qu'il aime. Et vous, que cherchez-vous vraiment? À construire quelque chose de beau avec l'homme que j'aime. Rien de plus, rien de moins. » Philippe la fixa longuement, comme s'il essayait de percer ses secrets. « Vous savez, mademoiselle Moreau, Gabrielle ressemble beaucoup à sa mère. Marie était architecte, elle aussi, avant notre mariage. Une femme passionnée, créative, qui avait des projets plein la tête. Que lui est-il arrivé? Je l'ai convaincue de renoncer à sa carrière pour se consacrer à notre famille et à l'entreprise. Elle l'a fait par amour pour moi, mais je crois qu'elle ne s'en est jamais vraiment remise. » Philippe marqua une pause, perdu dans ses souvenirs. « Peut-être que vous offrez à Gabriel ce que j'ai refusé à ma femme, la liberté d'être lui-même. Monsieur Delcourt, appelez-moi Philippe, et acceptez mes excuses pour mon comportement de ces derniers mois. » À cet instant, Gabriel les rejoignit, intrigué par cette conversation privée. « Tout va bien? »« Très bien, » répondit Philippe. « Gabriel, j'ai une proposition à te faire. »« Laquelle ? » La Fondation cherche un architecte pour rénover plusieurs monuments historiques en province. Le budget est conséquent, les projets prestigieux. Cela t'intéresserait-il? Gabriel n'en revenait pas. Son père lui proposait un contrat. « Père, je ne sais pas quoi dire. Dis oui, et montre-moi que j'ai bien fait de te faire confiance. » Pour la première fois depuis des mois, père et fils s'étreignirent sous le regard ému d'Élodie. La soirée se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Gabriel présenta ses projets à d'autres investisseurs potentiels, tandis qu'Élodie nouait des contacts précieux pour leur agence. Vers minuit, alors qu'il quittait le palais Garnier, Gabriel s'arrêta sur les marches et prit Élodie dans ses bras. « Merci, dit-il simplement. »« Pourquoi ? Pour tout. Pour avoir cru en moi, pour m'avoir aidé à retrouver mon chemin, pour avoir su parler à mon père ce soir. Gabriel, c'est vous qui avez tout fait. Moi, je n'ai fait que vous accompagner. Non, Élodie, vous avez fait bien plus que m'accompagner. Vous m'avez sauvé. » Il l'embrassa tendrement sous les étoiles parisiennes, conscient que cette soirée marquait un nouveau départ pour eux. 2 ans plus tard, le soleil de Nice caressait la façade restaurée de l'Ermitage, tandis qu'Élodie contemplait le résultat de 2 années de travail acharné. L'hôtel Belle Époque avait retrouvé sa splendeur d'antan, tout en intégrant les technologies les plus modernes en matière de développement durable. Panneaux solaires invisibles, systèmes de récupération d'eau de pluie, jardins verticaux sur les terrasses. L'Ermitage était devenu le symbole de l'hôtellerie de luxe écologique. « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Gabriel, en la rejoignant sur la terrasse panoramique. « C'est encore plus beau que dans vos dessins, » répondit-elle avec émotion. « Vous avez réalisé votre rêve. »« Nous avons réalisé notre rêve, » corrigea-t-il en l'enlaçant. « Sans vous, jamais je n'aurais pu mener ce projet à bien. » C'était vrai. En 2 ans, Élodie s'était révélée une gestionnaire hors pair, jonglant entre les budgets, les délais, les équipes d'ouvriers et les exigences des clients. L'agence Delcourt & Moreau Architecture
employait désormais 15 personnes et avait 3 autres projets en cours en Europe. Élodie, Gabriel, ils se retournèrent pour voir Thomas courir vers eux, un large sourire aux lèvres. À 24 ans, le jeune homme avait terminé ses études de médecine avec brio et travaillait maintenant comme consultant en architecture médicale pour leur agence. « Alors ?» demanda anxieusement Élodie. « Les dernières inspections... » « Parfaite! L'hôtel a obtenu toutes ses certifications environnementales. Nous pouvons ouvrir officiellement demain. » Gabriel poussa un cri de joie et souleva Élodie dans ses bras, la faisant tournoyer sur la terrasse. 2 ans de travail, de doutes, de nuits blanches, et enfin, il touchait au but. « Il faut qu'on appelle grand-mère !» s'exclama Élodie. Marie Moreau, maintenant âgée de 77 ans, avait suivi toute l'aventure depuis Nantes. Sa santé s'était considérablement améliorée depuis qu'elle n'avait plus de soucis financiers grâce au succès de ses petits-enfants. « Allô, grand-mère, c'est Élodie, nous avons réussi. L'hôtel ouvre demain? Ma chérie, je suis si fier de vous. Et Gabriel, comment va-t-il? Il va bien. Grand-mère, nous avons quelque chose à vous annoncer. » Élodie jeta un coup d'œil complice à Gabriel, qui hocha la tête en souriant. « Quoi donc, ma petite? Gabriel m'a demandé en mariage. » Et j'ai dit oui. Un silence ému accueillit cette nouvelle, puis Marie éclata en sanglots de joie. « Oh, mes enfants! Quand? Où? Comment? » Hier soir, sur cette terrasse, au coucher du soleil. Gabriel avait préparé une surprise magnifique avec des musiciens, des fleurs. « Et la bague ?» demanda Thomas avec curiosité. Élodie tendit sa main gauche, révélant un anneau d'une simplicité parfaite, une émeraude entourée de petits diamants, montée sur un anneau en or blanc. « Elle appartenait à ma mère, » expliqua Gabriel. « Papa me l'a donnée la semaine dernière, en me disant qu'elle aurait été heureuse de voir son fils épouser une femme comme Élodie. »« Et le mariage ?» demanda Thomas. « Vous avez fixé une date ?»« Dans 6 mois, répondit Gabriel. Ici, à l'Ermitage. Ce sera notre premier grand événement en tant qu'hôtel. Et notre dernier en tant que célibataire, ajouta Élodie en riant. Le téléphone d'Élodie vibra. Un message de Nathalie, devenue ironiquement l'une de ses meilleures collaboratrices, après avoir rejoint leur agence 6 mois plus tôt. Les premiers clients viennent d'arriver. David et Rebecca Bernstein sont enchantés de leur suite. Ils disent que c'est exactement ce qu'ils espéraient, du luxe avec une âme. Gabriel et Élodie échangèrent un sourire complice. David et Rebecca Bernstein, leurs premiers investisseurs, étaient aussi leurs premiers clients officiels. « Allons les accueillir, » dit Gabriel. Ils descendirent dans le hall d'entrée où l'ambiance était fébrile. Le personnel, formé selon les méthodes révolutionnaires d'Élodie mêlant professionnalisme et chaleur humaine, s'affairait aux derniers préparatifs. « Élodie, Gabriel !» s'exclama Rebecca Bernstein en les apercevant. « C'est magnifique. Vous avez réussi à allier l'élégance classique et l'innovation écologique. C'est exactement ce que cherchait l'hôtellerie moderne. Merci, Rebecca. Cela signifie beaucoup venant de vous. D'ailleurs, ajouta David, nous avons une surprise pour vous. Nous aimerions que vous conceviez 3 autres établissements sur le même modèle. Un à Rome, un à Barcelone et un à Vienne. » Gabriel et Élodie se regardèrent, abasourdis. 3 nouveaux projets d'envergure. C'est fantastique, balbutia Élodie. Mais laissez-nous d'abord profiter de notre lune de miel, plaisanta Gabriel. Où allez-vous? demanda Rebecca. Au Japon, répondit Élodie. Takeshi Yamamoto nous a invités à découvrir l'architecture traditionnelle japonaise. Gabriel veut s'en inspirer pour nos futurs projets. Et moi, je veux juste me reposer avec ma future épouse, ajouta Gabriel en serrant la main d'Élodie. Le soir venu, ils se retrouvèrent seuls sur la terrasse de leur suite, contemplant la Méditerranée qui scintillait sous la lune. Nice s'étalait à leurs pieds, ses lumières dessinant une constellation terrestre. « Gabriel !» dit soudain Élodie, « vous vous souvenez de notre première rencontre? Comment l'oublier? Vous étiez en retard, trempé, et vous m'avez tenu tête dès le premier jour. J'étais terrifié. Vous me fassiez et me terrifiez à la fois. Et maintenant, vous êtes juste l'homme que j'aime, l'homme avec qui je veux construire l'avenir. » Gabriel se tourna vers elle, ému par la simplicité de ses mots.
Élodie, il y a 3 ans, j'étais un homme vide, riche, puissant, mais vide. Vous m'avez appris ce que voulait dire vivre, et vous m'avez appris à rêver plus grand que ce que je croyais possible. Vous savez ce qui me rend le plus heureux? Quoi? Ce n'est pas le succès de l'hôtel, ni la reconnaissance professionnelle, ni même l'argent que nous gagnons. C'est de savoir que chaque matin, je me réveillerai à côté de vous, que chaque soir, nous partagerons nos joies et nos peines, que nous vieillirons ensemble. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Gabriel, je vous aime, Élodie Moreau, je vous aime pour votre courage, votre intelligence, votre générosité. Je vous aime pour la femme extraordinaire que vous êtes et pour l'homme meilleur que vous m'avez rendu. Je vous aime aussi, Gabriel Delcourt, mon milliardaire arrogant devenu l'homme le plus tendre du monde. Ils s'embrassèrent longuement, tandis qu'autour d'eux, l'ermitage s'endormait doucement, bercé par le bruit des vagues. Au loin, les lumières de la promenade des Anglais clignotaient comme des étoiles, témoins silencieux de cette histoire d'amour improbable. Demain, l'hôtel ouvrirait officiellement ses portes. Dans 6 mois, ils se marieraient. Dans quelques années, ils auraient peut-être des enfants qui joueraient sur ces mêmes terrasses. Mais ce soir, il n'y avait que l'instant présent, que cet amour né d'un malentendu est transformé en évidence. Car parfois, les plus belles histoires commencent par les rencontres les plus chaotiques. Et parfois, il suffit d'une secrétaire maladroite pour transformer un milliardaire arrogant en homme capable d'aimer. Sous les étoiles de la Côte d'Azur, Gabriel et Élodie savaient qu'ils venaient d'écrire la plus belle page de leur vie et que ce n'était que le début.